Imagine parler, sans avoir besoin de corriger ce que tu viens de dire, sans trébucher sur les mots, sans revenir en arrière pour t'expliquer. Les mots sortent de ton esprit avec précision, arrivent à ta bouche avec contrôle, et chaque phrase se place exactement là où elle doit être. Tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu parles, l'environnement change. Les gens prêtent attention, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce qu'ils perçoivent qu'il y a là quelque chose de rare, la clarté. C'est ça l'élégance dans la parole. Et pendant longtemps, on t'a fait croire que c'était un don, quelque chose que certains ont et que d'autres n'ont pas. Mais la vérité est plus simple et plus concrète. L'élégance dans la parole ne naît pas toute faite. Elle se construit. Et elle commence par une compréhension que presque personne n'a. Chaque mot que tu dis est en train de façonner la manière dont tu es perçu. La plupart des gens ignorent cela. Ils parlent de manière automatique, répondent par impulsion, expliquent plus que nécessaire, utilisent des mots vides et, sans s'en rendre compte, affaiblissent leur propre présence à chaque conversation. Non pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à organiser leurs pensées avant de parler. Et c'est pour cela que, même en parlant tout le temps, ils restent invisibles. Aujourd'hui, tu vas sortir de ce schéma. Tu vas comprendre la psychologie derrière la communication persuasive et apprendre à structurer ta parole d'une manière qui transmet clarté, contrôle et présence. Ce sont 7 principes stoïciens qui changent immédiatement la façon dont tu te positionnes. Ce ne sont pas des phrases toutes faites, ce ne sont pas des techniques superficielles, ce sont des ajustements mentaux qui transforment directement la manière dont tu t'exprimes. Les stoïciens comprenèrent déjà cela bien avant l'existence des réseaux sociaux, du networking ou de toute technique moderne de communication. Ils savaient que la parole n'est pas seulement une expression, c'est un positionnement, c'est du contrôle, c'est de l'influence. Et c'est pour cela que même après 2000 ans, leurs idées restent directes, claires et difficiles à ignorer. Quand tu comprends ces principes, quelque chose change. Tu arrêtes de réagir et tu commences à conduire. Tu arrêtes de parler sous impulsion et tu commences à choisir chaque mot avec intention. C'est comme avoir une carte dans n'importe quelle conversation. Peu importe avec qui tu es, ni où, tu sais quoi dire, comment le dire et surtout quoi éviter de dire. Et c'est exactement cela que tu vas construire ici. Alors fais attention parce que ce qui arrive maintenant ne change pas seulement la manière dont tu parles, cela change la manière dont tu es perçu. 1. Manifeste un intérêt sincère. Parle-moi davantage de ça. 4 mots simples. Mais quand ils sont utilisés avec présence, ils changent complètement la direction d'une conversation. Au lieu de penser à ce que tu vas dire ensuite, déplace ton attention. Regarde l'autre. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Parce que la qualité de ta communication ne se trouve pas dans ce que tu apportes. Elle se trouve dans ta capacité à maintenir une attention réelle à ce que l'autre révèle. Imagine la scène. Quelqu'un dit simplement en tenant une tasse de café « J'ai commencé à courir le matin ». Ce n'est qu'un détail, presque lancé dans l'air, mais c'est précisément dans ces détails qu'une conversation prend vie ou meurt sur place. Parce que la réponse habituelle est automatique. « Ah, moi aussi j'ai déjà essayé de courir, tu sais. D'ailleurs, j'ai acheté de super chaussures. » Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà en train de parler de ton application, de ton temps, de tes performances, de ta routine. Et sans t'en rendre compte, tu as pris un espace qui n'était pas le tien. La porte qui venait de s'ouvrir se referme en silence, comme quelqu'un qui fait un pas pour entrer, puis recule avant même d'avoir franchi le seuil. Cela ressemble à une conversation, cela ressemble à de l'enthousiasme, cela ressemble à une connexion, mais ce n'en est pas une. C'est une lutte pour l'attention, c'est le réflexe de se remettre au centre, c'est la précipitation de vouloir apparaître dans la parole de l'autre. L'autre personne t'avait offert une petite ouverture pour entrer dans son monde, mais au lieu d'y entrer, tu as ramené la conversation vers le tien. Et c'est comme ça que la connexion se perd, non pas par manque d'intérêt, mais par excès de présence de soi. Maintenant, imagine une autre posture. Elle dit « J'ai commencé à courir le matin ». Et tu réponds simplement « Parle-moi davantage de ça ». Et tu t'arrêtes là. Tu ne complètes pas, tu ne compares pas, tu ne te places pas dedans. Tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Tu n'envahis pas. Tu soutiens l'espace qui vient de s'ouvrir. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une décision. La décision de ne pas rivaliser, de ne pas te mettre au centre, de ne pas transformer l'expérience de l'autre en miroir de la tienne. C'est toi qui dis
avec une curiosité réelle. Je suis là. Montre-moi mieux ce que cela représente. Et à cet instant, quelque chose change. La conversation cesse d'être un simple échange et commence à s'approfondir. Parce que, pour une fois, le centre, ce n'est pas toi. C'est ce que l'autre vient de révéler. Et ce type d'écoute n'est pas passif. Il est actif, intentionnel, rare. C'est le type d'attention qui n'essaie pas d'apparaître, mais qui réorganise l'atmosphère autour d'elle. Et c'est exactement là que la communication change de niveau. Les gens passent leur vie entière à attendre quelqu'un qui écoute vraiment, pas quelqu'un qui attend son tour pour parler, quelqu'un qui veut comprendre ce qui se cache derrière une phrase simple, pas seulement répondre à son contenu. Et quand quelqu'un trouve cela, le rythme change. Le regard ralentit, le corps se détend, la parole s'approfondit. Épictète disait déjà « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Ce n'est pas une théorie, c'est une instruction de comportement. Quand tu écoutes avec présence, quelque chose change dans l'atmosphère. L'autre se sent vu, pas analysé, compris, pas corrigé, écouté, pas toléré. Et c'est ici que naît la vraie connexion. L'écoute sincère crée quelque chose de silencieux mais puissant, la confiance. Parce qu'elle fait sentir à l'autre qu'il est intéressant à tes côtés et au final, ce qui reste, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce que la personne a ressenti en te parlant. Je me suis senti bien à ce moment-là. Je me suis senti écouté. Et cela fait qu'elle revient. Elle revient toujours parce que tu lui as offert quelque chose de rare, une présence. Ce n'est pas une technique, c'est de la maturité. C'est la capacité à faire taire ton propre ego pendant quelques instants pour voir ce qui se passe devant toi. Les stoïciens parlaient de la présence comme d'une discipline, comme d'un entraînement quotidien de l'attention. Et c'est cela qui sépare celui qui converse, pour parler de celui qui converse pour créer un lien. Être présent, c'est être entièrement là, c'est offrir à l'autre un espace propre, sans compétition, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Un espace où il peut simplement exister. C'est pour cela que « parle-moi davantage de ça » n'est pas seulement une phrase, c'est une posture. La décision de suspendre son propre élan, de suspendre son jugement et d'ouvrir de l'espace à ce qui se trouve devant soi. Et quand tu fais cela, quand tu soutiens réellement cet espace, tu comprends quelque chose que peu de gens comprennent. Écouter, ce n'est pas l'absence de parole, c'est la présence à l'état pur. Et c'est dans ce silence attentif, dans cette curiosité sincère, que la communication cesse d'être un échange de mots et devient une rencontre. Et les rencontres, quand elles sont vraies, ne passent pas, elles marquent. 2. Pose les bonnes questions. Il existe des questions qui ne font que maintenir une conversation en vie et il existe des questions qui poussent quelqu'un à s'ouvrir vraiment. Et celui qui comprend cette différence n'a plus jamais de conversation superficielle parce qu'il découvre quelque chose de simple. La connexion ne vient pas de la quantité de paroles, elle vient de l'endroit où la conversation arrive. Et c'est ici que commence l'élégance dans la parole, non pas dans ce que tu dis, mais dans le type de réponse que tu provoques. Maintenant, pense à la scène. Tu parles avec quelqu'un et tu fais ce qui est automatique. Alors, ça va? Comment s'est passée ta journée? La réponse arrive toute prête, rapide, sans profondeur. Ça va. C'était chargé. Normal. Et la conversation se termine avant même de commencer. Non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce que rien là-dedans n'a demandé de profondeur. Tu as parlé, mais tu n'as pas orienté, et celui qui n'oriente pas dilue sa propre présence. Ces questions sont sûres. Mais elles sont vides. Elles n'approfondissent pas, elles ne révèlent rien, elles ne créent pas de véritable espace. Elles ne font que maintenir la surface en mouvement. Maintenant, change seulement une chose. La même personne, le même moment, mais une question différente. Tu ne forces pas, tu conduis. Celui qui comprend la communication ne pousse pas les réponses, il crée le bon environnement pour qu'elles apparaissent. Tu dis calmement, qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment? Ou, qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Ou encore, quelle partie de tout ça a été la plus difficile? Et à cet instant, quelque chose change. La personne s'arrête, respire, réfléchit. Elle sort du mode automatique et commence à chercher quelque chose de vrai en elle. Et c'est ici que la conversation commence vraiment. Parce que les bonnes questions n'extraient pas de l'information. Elles éveillent une perception.
Et quand quelqu'un doit regarder en lui-même pour te répondre, il commence automatiquement à te voir autrement. Plus proche, plus rassurant, plus présent. Les gens ne se souviennent pas des conversations pour ce qui a été dit. Ils s'en souviennent pour ce qu'ils ont ressenti en parlant. Dale Carnegie disait déjà que les conversations les plus marquantes sont celles où tu permets à l'autre de parler de ce qui est important pour lui. Pas comme une technique, mais comme un intérêt réel. Et Sénèque renforce cela d'une manière encore plus directe. Personne n'ose regarder en soi-même, mais tout le monde désire être vu. Et c'est exactement ce que font les questions bien posées. Elles font que l'autre se voit lui-même pendant que tu accompagnes ce mouvement. Mais il existe une ligne claire entre l'élégance et l'intrusion. Les questions profondes ne sont pas un interrogatoire. Celui qui pose trop de questions met la pression. Celui qui pose la bonne question ouvre un chemin. Quand tu dis « Comment cela t'a affecté ?» ou « Qu'est-ce que tu as appris de cela ?» tu n'es pas en train d'envahir. Tu es en train de dire, sans avoir besoin de l'expliquer, « Tu peux aller plus loin. Je peux soutenir cette conversation avec toi. » Et cela exige quelque chose que la plupart des gens évitent, la présence. Parce que quand tu poses ce type de questions, tu dois être prêt à entendre de vraies réponses, sans couper, sans presser, sans essayer de corriger. Et c'est pour cela que ce type de conversation construit quelque chose de rare. La confiance. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Comprendre quelqu'un, ce n'est pas seulement entendre ses mots, c'est saisir ce qui se trouve derrière eux. Et les questions bien posées sont des outils pour cela, non pas parce qu'elles apportent des réponses toutes faites, mais parce qu'elles font remonter à la surface ce qui était caché. Au final, tu comprends quelque chose de simple. Les meilleures conversations de ta vie ne sont pas venues de phrases intelligentes. Elles sont venues de questions qui ont fait baisser la garde de quelqu'un. Et quand quelqu'un baisse la garde près de toi, il ne l'oublie pas. Parce que les questions qui ouvrent le cœur créent des liens silencieux. Et ce sont ces liens qui font que l'on se souvient de toi, même quand tu ne parles pas. 3. L'art de la reconnaissance. La plupart des gens croient savoir écouter, mais dans la pratique, ils attendent seulement le moment de parler ou de corriger. Et c'est dans ce décalage que l'élégance commence à disparaître. Parce que quand quelqu'un s'ouvre à toi, il ne te demande pas une solution immédiate. Il mesure en réalité l'espace que tu es capable de soutenir. C'est un test silencieux pour voir si tu es assez stable pour accueillir ce qu'il ressent. Et presque personne ne l'est. Imagine la scène. Quelqu'un de proche commence à se confier. La voix devient plus basse, plus lente, chargée d'une fatigue accumulée. J'essaie de tout gérer, mais il y a des jours où je n'y arrive tout simplement pas. Et sans t'en rendre compte, tu passes en mode automatique. Tu suggères quelque chose, tu fais une comparaison, tu corriges, tu interromps avant même que la personne ait terminé. Tu essaies de réorganiser sa vie comme si c'était un problème technique. Mais il y a un détail qui change tout. Celui qui est épuisé a déjà pensé à plusieurs issues. Ce qu'il n'a pas trouvé, c'est un espace sans pression. Et c'est exactement pour cela qu'au lieu de rapprocher, tu crées de la distance. Maintenant, change seulement une chose. La même situation, la même personne, la même fatigue, et tu réponds simplement « ça a l'air difficile ». Simple, direct, sans excès. Mais c'est ici que peu de gens comprennent ce qui se passe vraiment. Cette phrase ne résout pas le problème, elle réorganise le champ émotionnel de la conversation. C'est comme si tu sortais la personne d'un endroit où elle devait se justifier et que tu la plaçais dans un endroit où elle peut simplement exister pendant un instant. Et quand cela arrive, le corps change, la respiration ralentit, l'esprit cesse de se défendre, parce que, pour la première fois, elle n'est pas analysée, elle est reconnue. Marc Aurèle disait « Sois tolérant avec les autres et exigeant envers toi-même ». Mais la plupart font l'inverse. Ils exigent de la clarté chez l'autre tout en demandant de la compréhension pour eux-mêmes. Et c'est exactement pour cela que les conversations deviennent superficielles, tendues, chargées de bruit. Parce que personne ne se sent en sécurité pour être réel. Maintenant, fais attention à cette logique, parce qu'elle change complètement ta manière de communiquer. Quand tu essaies de résoudre trop vite, tu te places au-dessus. Quand tu valides d'abord, tu te places à côté. Et cette différence change tout. Parce que la présence crée la confiance. La confiance crée l'ouverture. Et c'est dans l'ouverture que l'influence réelle se produit. Il ne s'agit pas d'être gentil. Il s'agit de comprendre que l'élégance dans la parole ne se trouve pas dans la réponse parfaite,
mais dans la maîtrise du moment où la réponse arrive. Les stoïciens comprenaient cela avec précision. Chaque personne porte déjà son propre poids, et ajouter de la pression ne renforce personne. Cela ne fait que la refermer davantage. C'est pour cela que valider, ce n'est pas être d'accord. C'est reconnaître qu'il existe une réalité là, même si ce n'est pas la tienne. Qu'au final, c'est cela qui sépare celui qui parle simplement de celui qui marque réellement sa présence. Celui qui essaie de tout résoudre est entendu. Celui qui sait reconnaître reste. Quand tu dis « ça a l'air difficile », tu ne diminues pas le problème de l'autre. Tu agrandis l'espace qu'il a pour y faire face. Et parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, ce n'est pas d'une direction. C'est d'un endroit où il n'a pas besoin de se protéger. 4. L'intelligence de dire « je ne sais pas ». 3 mots simples, mais quand ils sont dits avec calme, ils révèlent un niveau de maîtrise que presque personne ne soutient en parlant. Parce que la plupart des gens ne parlent pas pour communiquer, ils parlent pour préserver leur image. Pense à la situation suivante. Tu discutes avec quelqu'un au travail d'un sujet ordinaire, jusqu'à ce qu'une question directe surgisse. Tu sais quelles sont les meilleures actions pour investir et obtenir un rendement élevé. C'est simple, mais ce n'est pas neutre. Parce qu'au moment où la question apparaît, la conversation cesse d'être légère et devient un test silencieux de positionnement. Et c'est là que presque tout le monde se perd. La peur de paraître mal préparé apparaît, le besoin de répondre apparaît, l'impulsion de ne pas rester en dessous apparaît. Et alors viennent les phrases « je m'y connais un peu »,« j'ai déjà lu quelque chose ». Je ne suis pas spécialiste, mais... Et à cet instant, la parole perd son élégance. Non pas à cause du contenu, mais à cause de l'intention qui commence à déformer la forme. Tu ne parles plus avec clarté. Tu essaies de soutenir une image. Les mots s'allongent. Le ton essaie de rester ferme, mais il y a un effort caché là-dedans. C'est comme quelqu'un qui continue à parler juste pour ne pas laisser le silence exposer la limite de ce qu'il sait. Maintenant, observe une autre posture. La même question. Tu sais comment ça fonctionne ? Et tu réponds naturellement sans te presser, sans te justifier, « je ne sais pas », rien de plus. Et au lieu d'affaiblir ta parole, cela élimine tout bruit. Il n'y a pas d'excès, pas de tentative, pas d'ajustement. Seulement la vérité. Et c'est exactement ce qui crée l'élégance. Parce que l'élégance dans la parole ne consiste pas à toujours avoir une réponse. Elle consiste à ne pas déformer sa parole pour faire croire qu'on en a une. Quand tu réponds avec clarté, l'atmosphère change. La conversation ralentit, l'autre se détend, la pression disparaît, parce qu'il n'y a plus d'effort social en train de se produire. Vous ne vous disputez plus pour savoir qui en sait le plus. Vous soutenez simplement une conversation sans tension. Il existe des personnes qui, lorsqu'elles parlent, te le font sentir immédiatement. Elles n'essaient pas d'impressionner. Elles n'utilisent pas les mots pour se défendre, elles utilisent les mots seulement quand ils sont nécessaires. Et, curieusement, cela a plus de poids que n'importe quelle tentative de paraître préparé. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et ce n'était pas une humilité fragile, c'était de la précision. Parce que celui qui reconnaît la limite de ce qu'il sait, parle avec plus de vérité. Et celui qui a besoin de sembler savoir, vit en soutenant quelque chose qui ne tient pas tout seul. Les stoïciens comprenaient cela de manière directe. La parole perd sa valeur au moment où elle essaie de cacher quelque chose, et gagne en force lorsqu'elle s'aligne avec ce qui est réel. Quand tu dis « je ne sais pas », sans changer de ton, sans te justifier, sans essayer de compenser, tu révèles quelque chose de plus fort que le savoir, la stabilité. Et la stabilité, c'est ce qui rend la parole élégante. La conversation change, elle devient légère, elle devient claire. Un espace apparaît pour demander, apprendre, approfondir, sans effort, sans tension. Le « je ne sais pas » n'est pas une absence de contenu, c'est une absence d'excès. C'est l'ego qui se retire pour que la parole devienne exacte. C'est assez de maturité pour ne pas avoir besoin de paraître. Au fond, dire « je ne sais pas » avec tranquillité est l'une des formes les plus fortes de communication persuasive. Parce que c'est une manière silencieuse de dire « je n'ai pas besoin de forcer ma parole pour avoir de la valeur ». Et celui qui comprend cela cesse d'utiliser les mots pour se soutenir et commence à les utiliser avec précision. Tu as déjà compris l'élégance de dire « je ne sais pas ». Tu as déjà appris à montrer un intérêt réel et tu sais déjà poser les bonnes questions. Maintenant, la conversation cesse d'être technique
et commence à exiger de la maturité. Parce qu'il existe un moment où il ne s'agit plus de ce que tu dis, mais de tout ce que tu n'as pas besoin de déformer dans ce que tu sais pour rester là. Et c'est ici que presque tout le monde se trompe et perd de la valeur sans s'en rendre compte. 5. Le langage du silence. Tu as appris à valider sans corriger. Tu as appris à ne pas envahir l'espace émotionnel de l'autre. Maintenant, vient le point qui sépare celui qui parle simplement de celui qui soutient réellement une présence. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, il s'agit de ce que tu soutiens quand tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Le silence. L'espace le plus évité dans les conversations et le plus révélateur. La plupart des gens n'ont pas peur de mal parler. Ils ont peur de ce qui apparaît quand la parole disparaît. Pense à cela. Tu es assis avec quelqu'un. Une conversation simple, peut-être autour d'un café, peut-être dans un endroit calme, et après quelques échanges, cet intervalle apparaît. 1 seconde, 2, 3, et c'est là que tout commence. L'esprit accélère, le corps s'ajuste, et l'urgence de remplir l'espace surgit presque comme un réflexe automatique. Et sans t'en rendre compte, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi suffit. Un commentaire lancé au hasard, une blague au mauvais moment, une information sans importance, le temps qu'il fait, l'endroit où vous êtes. Non pas parce que cela a du sens, mais parce que le silence a commencé à faire pression. Maintenant, fais attention à ceci, parce que c'est le point central. Le problème n'a jamais été le silence. C'était l'incapacité à rester entier à l'intérieur de lui. Maintenant, change seulement ta posture. La même table, le même intervalle, le même espace, et tu ne prends pas d'avance. Tu ne cours pas, tu ne remplis pas, tu n'essaies pas de sauver le moment. Tu restes simplement là. Et à cet instant, quelque chose change. Le silence cesse de sembler vide et commence à avoir de la densité. C'est comme lorsque deux personnes arrêtent de se disputer l'espace et commencent à habiter le moment sans résistance. Et cela est rare. Parce que celui qui ne soutient pas le silence essaie de s'échapper de lui-même. Celui qui le soutient n'a pas besoin de fuir ce qu'il ressent. Et cela communique plus que n'importe quelle phrase bien construite. Sénèque disait « Le silence est une leçon apprise au milieu de nombreuses souffrances. » Et ce n'est pas un hasard, parce que rester en silence exige quelque chose que presque personne n'entraîne, la stabilité intérieure. Tu cesses de réagir, tu cesses de prouver, tu cesses d'anticiper. Et tu commences à choisir. Maintenant, comprends cette logique, parce qu'elle change tout. Celui qui parle pour remplir l'espace perd du poids. Celui qui parle après le silence gagne en précision. Le silence crée de l'attente, crée de l'espace, crée de l'attention. Et quand tu parles après lui, ta parole arrive autrement. Non pas comme une impulsion, mais comme une décision. Et il y a plus encore. Le silence ne révèle pas seulement qui tu es, il révèle aussi l'autre. C'est en lui que l'anxiété apparaît, que le malaise s'expose, que le besoin d'approbation se montre sans filtre. Et quand tu n'essaies pas de corriger ce moment, tu commences à voir avec plus de clarté que n'importe quelle réponse ne pourrait en révéler. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. La maîtrise commence à l'intérieur. Et le silence est le test le plus honnête de cela. Parce que là, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'explication. Il n'y a que toi et ta capacité à te soutenir sans recourir au bruit. Celui qui ne supporte pas le silence essaie de fuir son propre esprit. Celui qui le soutient commence à le gouverner. Et au final, c'est cela qui définit l'élégance dans la parole. Il ne s'agit pas d'avoir toujours quelque chose à dire. Il s'agit de ne rien dire jusqu'à ce qu'il y ait une vraie raison. Le silence n'interrompt pas la conversation. Il sépare l'impulsion de la présence. 6. Le contrôle émotionnel pour dire non. Après avoir appris à soutenir le silence, une chose commence à déranger. Le problème n'a jamais été de parler peu, mais de céder trop vite. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas par choix. Ils parlent pour éviter l'inconfort, et la même chose se produit avec les décisions. Non est un mot court. Mais lorsqu'il est dit avec conscience, il sépare deux postures de vie, celle de celui qui répond pour plaire et celle de celui qui choisit avec intention. La plupart des gens ne disent pas « oui » parce qu'ils le veulent. Ils disent « oui » pour ne pas affronter ce qui vient après le « non ». Imagine ceci, quelqu'un t'envoie un message simple. « Tu peux m'aider rapidement ? Tu peux faire ça encore aujourd'hui ?» Et avant même de réfléchir, tu réponds « Bien sûr, pas de problème. Je vais me débrouiller. » Mais remarque ce qui se passe juste après.
Le corps s'alourdit, l'esprit résiste, et cette sensation silencieuse d'avoir laissé tomber soi-même apparaît. Non pas parce qu'aider est une erreur, mais parce que ce oui n'était pas un choix, c'était un réflexe d'autoprotection. Maintenant, comprends ceci, parce que c'est le point central. Le problème n'a jamais été d'aider les autres, mais de sortir de soi dans le processus. Ce oui automatique ne naît presque jamais de la générosité. Il naît d'un ensemble de peurs qui agissent trop vite pour être perçues. Peur de décevoir, de paraître impoli, de perdre le lien, de créer un conflit. Et, peu à peu, tu commences à assumer de petites demandes qui ne sont pas les tiennes, pendant que tu repousses les tiennes à plus tard. Mais quand il y a de l'élégance dans la manière de parler, tout change. La même demande, la même pression, le même contexte, mais cette fois tu ne réagis pas. Tu fais ce que presque personne ne fait. Tu fais une pause, tu reconnais ta propre limite et tu réponds avec calme « non », sans longue explication, sans justification émotionnelle, sans besoin de te défendre, sans négocier avec toi-même. Et ici, quelque chose se produit que beaucoup ne perçoivent pas. Le non ne crée pas de conflit. Il révèle qui respecte tes limites et qui dépendait de leur absence. Marc Aurèle a été direct. Si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Simple mais difficile pour celui qui a été conditionné à s'ajuster en permanence. Parce que nous avons été éduqués à croire que dire non éloigne. Mais la vérité est autre. Dire oui sans discernement, c'est ce qui te vide. Maintenant, garde cette logique, parce qu'elle réorganise ta manière de vivre. Celui qui dit oui à tout se disperse. Celui qui choisit quand dire oui se positionne. Le non n'est pas un mur, c'est un filtre. Il coupe l'excès, protège l'essentiel et redonne de la cohérence à ta vie. Et quand tu commences à utiliser ce filtre, quelque chose change intérieurement. Tu arrêtes de terminer la journée avec de la fatigue et du regret, et tu commences à la conclure avec la sensation d'être resté entier. Les stoïciens comprenaient cela avec précision. La maîtrise de soi n'est pas faire plus, c'est refuser ce qui te désorganise. Parce que personne ne reste entier en vivant fragmenté dans des décisions qu'il n'a jamais choisies. Et c'est pour cela que le non est l'une des formes de pouvoir les plus silencieuses. Il ne hausse pas la voix, il n'explique pas trop, il ne cherche pas à convaincre, il se maintient simplement. Et quand tu apprends cela, ta présence prend du poids, ton temps prend de la valeur, ton énergie se préserve, et ton oui cesse d'être automatique pour devenir délibéré. Et tout ce qui est délibéré est respecté. À la fin, dire non, ce n'est pas éloigner les autres. C'est arrêter de s'abandonner pour entrer dans ce qui n'a pas de sens. 7. La règle de la posture intérieure. Après tout cela, il existe une dernière leçon, et c'est peut-être celle qui soutient toutes les autres. Tu as appris à poser de meilleures questions, à montrer un intérêt réel, à dire « je ne sais pas » sans perdre de valeur, à reconnaître l'autre, à soutenir le silence et à dire « non » sans culpabilité. Mais rien de tout cela ne tient si au moment de parler, tu entres dans la conversation en te diminuant. Parce que la communication ne commence pas quand le premier mot sort de ta bouche. Elle commence avant, dans la manière dont tu arrives, dans la manière dont tu respires, dans la manière dont tu occupes l'espace, dans la façon dont tu te maintiens sans te rétracter. Et c'est ici que beaucoup de gens perdent en force sans s'en rendre compte. La personne sait ce qu'elle veut dire, mais elle adoucit trop. Elle sait qu'elle doit se positionner, mais elle entre en s'excusant. Elle a de la clarté, mais elle parle comme si elle dérangeait. Elle a raison, mais elle agit comme si elle avait besoin d'une permission pour exister dans cet environnement. Ce n'est pas de l'élégance, c'est de l'insécurité qui essaie de ressembler à de la politesse. Et le problème, c'est que le corps le révèle avant même la phrase. Le regard recule, les épaules se ferment, la voix se raccourcit, la respiration s'accélère, et avant même que l'idée se forme, ta position a déjà été perçue. Non pas parce que l'autre est plus grand, mais parce que tu es entré plus petit. La véritable élégance dans la parole commence quand tu arrêtes d'essayer de paraître suffisant et que tu commences à te positionner comme quelqu'un qui n'a pas besoin de se réduire. Pas au-dessus des autres, pas meilleur que qui que ce soit, pas en essayant de dominer la conversation mais sans te placer en dessous non plus. C'est une présence sans tension, parce que celui qui se sent plus petit parle trop pour compenser. Celui qui se sent insécure explique trop pour être accepté. Celui qui a peur de déplaire dit « oui » quand il voulait dire « non ». Celui qui ne soutient pas sa propre présence
essaie de soutenir la conversation avec un excès de mots. Mais celui qui est entier n'a pas besoin de cela. Celui qui est entier questionne sans envahir, écoute sans rivaliser, reconnaît sans s'annuler, garde le silence sans se perdre, refuse sans agresser et parle sans se réduire pour entrer dans le cadre. C'est le point où tout se rejoint. La posture compte, oui, mais pas comme une mise en scène. Elle compte parce que le corps révèle l'état intérieur. Une colonne alignée, un regard présent, une respiration plus stable, une voix ferme, non pas pour paraître fort, mais pour se rappeler à soi-même qu'on n'a pas besoin de se diminuer. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Avant de gouverner les mots, il faut gouverner son propre état. Parce qu'une parole désorganisée naît presque toujours d'un esprit qui essaie de se protéger, de prouver, de plaire ou d'éviter. Et quand tu t'organises à l'intérieur, ta communication change à l'extérieur. Tu arrêtes de te précipiter, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes d'accepter par peur, tu arrêtes de remplir le silence par anxiété, tu arrêtes de parler en essayant d'être choisi. Tu te maintiens, simplement. Et il y a une force immense là-dedans. Parce que les personnes élégantes dans leur manière de parler ne sont pas celles qui ont toujours la meilleure réponse. Ce sont celles qui transmettent quelque chose de rare, la stabilité. Près d'elles, la conversation respire. L'environnement ralentit, les mots prennent du poids, le silence ne dérange pas. La limite ne devient pas une agression. La présence n'a pas besoin d'être expliquée, elle est perçue. Parler avec élégance, ce n'est pas dominer l'autre. C'est ne pas être dominé par sa propre peur en parlant. C'est comprendre que ta voix ne gagne en force que lorsque tu arrêtes de l'abandonner au milieu de ta phrase. Et quand tu apprends à te positionner sans tension, sans soumission, sans besoin de prouver quoi que ce soit, tes mots cessent de sortir petits. Ils commencent à porter ce que toute communication réelle doit contenir, la présence, la clarté et le respect de soi. Au final, tout se résume à cela, tu n'as pas besoin de parler plus, tu dois parler avec conscience. Poser de meilleures questions, écouter vraiment, assumer ce que tu ne sais pas, reconnaître l'autre, soutenir le silence, respecter ta propre limite et surtout, ne pas te réduire quand tu parles. Parce que l'élégance dans la parole n'est pas une technique, c'est un état. C'est savoir que chaque mot porte ce que tu soutiens à l'intérieur et que lorsque tu es entier, même le silence communique. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'essaie pas d'impressionner. Maintiens-toi. Parce que quand tu te maintiens, ta parole prend du poids. Et quand ta parole prend du poids, tu n'as pas besoin de disputer l'attention, les gens s'arrêtent pour écouter. Maintenant dis-moi, lequel de ces principes as-tu le plus besoin d'appliquer aujourd'hui? Écris ici, aujourd'hui je choisis de parler avec conscience. Et si cette vidéo a fait sens pour toi, aime, partage et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce contenu n'est pas fait pour être vu une seule fois. Il est fait pour être entraîné jusqu'à devenir une norme. Merci d'avoir regardé.